Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc notre chapitre 10 d'histoire qui s'intéresse à l'histoire politique de la Ve République, de sa création en 1958 aux années 1980. Donc nous avions vu la fois précédente que finalement cette Ve République voit le jour d'un contexte de crise, la guerre d'Algérie, où la France avait besoin d'un pouvoir exécutif fort et donc fait appel au général de Gaulle qui accepte de prendre le pouvoir à condition qu'on lui laisse les coups des franches, en quelque sorte. Sauf que lorsque le général de Gaulle est appelé, du coup, en juin 1958, on le voit dans ce texte-là, il ne veut pas que ce soit juste temporaire le temps d'une crise, il veut avoir une légalité et une légitimité populaire. La légalité, c'est ce qui correspond au droit. Alors, certes, il obtient le pouvoir légalement parce que c'est l'Assemblée nationale qui lui donne les pleins pouvoirs, mais la légitimité, c'est le fait que ça semble juste et donc pour cela, il veut le soutien de la population. Et donc, pour avoir le soutien de la population, il n'y a qu'une seule solution, c'est créer une nouvelle république avec un régime qui soit plutôt présidentiel, c'est-à-dire qui donne l'essentiel du pouvoir au président, alors que la 4ème République était un régime parlementaire, l'essentiel du pouvoir était au Parlement. Et pour changer de constitution, en France, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire un référendum. Un référendum, c'est vous demander l'avis à la population, vous lui posez une question à laquelle il doit répondre par oui ou par non. Êtes-vous favorable au nouveau projet de constitution? Alors regardez, ces deux documents ils sont complètement en lien, parce que dans le document 3, De Gaulle annonce pourquoi il veut une nouvelle constitution, et dans le document d'à côté, le document 4, vous avez une affiche de propagande qui finalement vient expliquer en quoi il est nécessaire de voter pour cette constitution. Alors, ce que nous dit De Gaulle. La France se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. C'est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire, une fois de plus, au salut le pays, l'État, la République. Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement, tant bien que mal, à un état de choses désastreux, si nous ne décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves. Cette cause, l'Assemblée le sait et la nation en est convaincue, c'est la confusion et par là même l'impuissance des pouvoirs. Le gouvernement que je vais former, moyennant votre confiance, vous saisira sans délai d'un projet de réforme de la Constitution. Donc on voit bien, il veut bien venir au pouvoir, mais il ne veut pas que ce soit provisoire, il veut en finir finalement avec ce système de la 4ème République. Et ce système, on le voit là, dans l'idée qu'il dit oui à la France et à sa communauté, c'est-à-dire ses colonies, oui à l'essor social et économique, et non finalement au système, parce que c'est oui à la République, libérée du système, c'est-à-dire du système des partis politiques, du système de la 4ème République qui donne un grand pouvoir aux partis politiques. Et cette affiche, on voit Marianne finalement libérée de ses chaînes, c'est comme s'il fallait libérer la France, et l'ombre de Marianne, qui n'est autre que le général de Gaulle levant les bras, dans une posture finalement qui est célèbre, parce que c'est la posture qu'il a prise lorsqu'il a fait son discours à Alger, disant « Je vous ai compris », même si bon, ce discours a été assez mal vécu par la suite par les Pieds Noirs d'Algérie, parce que lorsque le général de Gaulle en 1958 leur dit « Je vous ai compris », ils entendent l'idée que de Gaulle sauvera l'Algérie française, alors qu'en 1962, il permet à l'Algérie de devenir indépendante. Donc ça, ils le vivront comme une trahison, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, De Gaulle fait un référendum pour la Ve République, et même parfois on peut parler de plébiscite. Un plébiscite, en fait, c'est un référendum où la personne au pouvoir dit « si vous votez non, je démissionne ». C'est une sorte de chantage. Alors, les plébiscites, vous ne pouvez les faire que quand vous êtes très populaire. Les seuls hommes politiques qui ont véritablement fait des plébiscites, c'était Napoléon III au XIXe siècle et De Gaulle. Aujourd'hui, si un président, que ce soit de Jacques Chirac à Emmanuel Macron aujourd'hui, faisait un plébiscite, c'est-à-dire qu'il posait une question aux Français en disant « et si vous votez non, je démissionne », ce serait extrêmement dangereux pour lui. Donc du coup, en fait, le général de Gaulle, comme il avait un soutien quand même populaire, un attachement particulièrement des Français à sa personne, il pouvait se permettre de faire des plébiscites. C'était donc une forme de chantage en disant si vous ne soutenez pas ma politique, eh bien demandez à quelqu'un d'autre. Et puis ça va bien avec la personnalité de Gaulle, qui est quand même un petit peu un homme où c'est tout ou rien. Alors regardez, dans ce petit reportage, on va voir justement dans quel contexte
cette Ve République voit le jour après ce fameux référendum de fin 1958, puisque le référendum a eu lieu en octobre, donc quand même quelques mois plus tard. On le voit dans cet extrait vidéo, De Gaulle souhaite un président qui soit au-dessus des partis, un gouvernement à qui on laisse le temps de gouverner, ça c'est une critique claire à la 4e République où la durée de vie moyenne des gouvernements était d'1 an à peine, et un Parlement dont le pouvoir est de faire les lois et c'est tout. Donc réduire quand même le pouvoir du Parlement. Eh bien, De Gaulle a réussi son pari, puisque cette nouvelle constitution, elle est acceptée par les Français à 82%. Donc une très très large majorité des Français soutiennent cette nouvelle constitution, dont nous allons lire ici quelques extraits. Article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 15. Le président de la République est le chef des armées. 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Alors, cet article 16, il a été même un petit peu critiqué par la suite, parce qu'en fait, c'est la capacité pour la France, de manière légale, à passer en dictature, puisque quand on dit le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, en fait, c'est le fait que le président de la République peut prendre les pleins pouvoirs, sans passer par un vote, sans passer par rien. Le président de la République, de même, peut demander et prendre les pleins pouvoirs, il a juste à consulter, c'est-à-dire à avertir le Premier ministre et les présidents du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais ces 4 personnes-là ne peuvent pas de toute façon s'y opposer si le président décide de prendre les pleins pouvoirs. Donc on voit le rôle du président qui est central, et d'ailleurs ça c'est bien montré dans cette caricature-là, hein, où il y a écrit « La Constitution est faite pour De Gaulle, ses ministres seront ses doublures, l'Assemblée ne pourra rien contre lui », où on voit finalement De Gaulle sur un trône où il y a aussi des petites effigies de De Gaulle, un portrait derrière de De Gaulle, et tout plein de ministres derrière qui sont des De Gaulle. Alors ce qui est marrant dans De Gaulle, c'est que généralement on le représente avec son képi de général, très grand et fin, et surtout un gros nez. Alors, quand vous avez un personnage représenté avec un gros nez et des assez grosses oreilles, généralement c'est De Gaulle. Enfin on va voir parce qu'on va étudier beaucoup de caricatures aujourd'hui. Sauf que si le président de la République a beaucoup de pouvoir, pour De Gaulle, ça ne semble pas vraiment légitime s'il n'est pas élu au suffrage universel. Parce que la Ve République, au départ, partait du principe que c'était des gens déjà élus qui ensuite votaient pour le président de la République. Sauf que De Gaulle se dit on ne peut pas donner autant de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu directement par la population. Et donc pour renforcer finalement la légitimité du président, il fait à nouveau un référendum où il demande à la population s'ils sont pour le suffrage universel du président. Et là on voit que cette réforme elle est adoptée à 62%. Donc la majorité diminue déjà, hein, puisqu'on passe de 82 à 62%, mais De Gaulle a encore le soutien populaire. Regardez, donc on va lire 2 arguments. Un qui est pour l'élection du président au suffrage universel et un autre qui est contre. Alors celui qui est pour, c'est assez amusant parce que c'est Georges Pompidou, un fidèle de Gaulle, qui sera d'ailleurs le second président de la République, puisque lorsque De Gaulle démissionnera en 1969, c'est Georges Pompidou qui le remplacera et qui a la particularité, Georges Pompidou, d'être le seul président de la Ve République qui est mort pendant son mandat. Donc du coup, ça a déclenché une nouvelle élection, mais ça on en parlera au prochain cours. Donc que nous dit Pompidou ici? Il nous dit « Pour que demain les présidents puissent à leur tour se fonder sur l'assentiment populaire », l'assentiment c'est-à-dire le soutien, afin d'y trouver la force et le courage de remplir leur lourde tâche, il n'est pas de meilleur moyen que l'élection au suffrage universel. Alors que Pierre Mendès France, dans le document 5, dit « Sous la Ve République, il n'y a qu'un pouvoir, l'exécutif, le gouvernement ou plutôt le président. L'Assemblée ne joue aucun rôle, sinon de pure figuration. On est passé d'un extrême à l'autre. La 4e République, c'était l'Assemblée nationale qui avait tout le pouvoir,
Et pour lui, la Ve République, c'est le président qui a tout le pouvoir. Et personnellement, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Bon, je continue. Je ne pense pas qu'il soit sain et démocratique de donner, comme aujourd'hui, des moyens aussi larges et aussi incontrôlés à un seul homme et pour 7 ans. Et oui, il faut savoir que jusqu'en 2002, les présidents étaient élus pour 7 ans. Un homme élu par 30 millions d'électeurs est forcément très puissant. Or, volontairement, on n'a prévu aucun contrepoids, aucun partage, aucune institution de contrôle. Donc en 1962, il est décidé que les pouvoirs du président de la République seront légitimés par le fait qu'il est élu au suffrage universel. Et donc du coup, De Gaulle va ensuite se maintenir au pouvoir jusqu'en 1969, puisque comme finalement le mandat du président était de 7 ans, et bien de 1958 à 1965, Charles de Gaulle fait son premier mandat. 1965, il y a de nouvelles élections et Charles de Gaulle les remporte avec 55% des voix face à un certain François Mitterrand. Alors on va voir que François Mitterrand, il en a voulu parce qu'il s'est présenté jusqu'en 1981 où là enfin il parvient à être élu. Donc c'est quelqu'un quand même qui avait envie d'être président et qui s'y est pris tôt, on va dire. Donc c'est assez amusant là dans cette caricature. De Gaulle en 1966, puisque l'élection a lieu en décembre 1965, et puis finalement cette caricature date d'à peine quelques semaines plus tard. Il dit voilà, la transmission des pouvoirs, ben, il n'y a pas de transmission, parce que l'ancien président c'est De Gaulle, le nouveau président c'est De Gaulle. Donc en gros il dit ben, de menus changements, c'est-à-dire de petits changements. Mon prédécesseur, par exemple, portait son grand cordon sur l'autre épaule. Donc voilà, et ça montre aussi un petit peu le sens de la mise en scène de Gaulle, qui quand même se faisait toujours représenter d'une façon presque quasi monarchique. D'ailleurs, derrière moi là, vous avez une biographie en 3 tomes de Gaulle fait par Jean Lacouture, et je trouve que les 3 titres de sa biographie sont assez évocateurs. D'abord c'est le rebelle, ensuite ça devient le politique, et enfin le souverain. Et c'est vrai que je trouve que ces trois mots résument bien l'itinéraire personnel de De Gaulle. D'abord un rebelle, quelqu'un qui dit zut, et je suis poli, à l'institution en 1940 quand il décide de poursuivre la lutte contre l'Allemagne. Ensuite un politique quand en 1958 il accepte de prendre les pouvoirs. Et puis ensuite un souverain quand il accepte de prendre largement les pouvoirs et qu'il dirige la France à peu près seul, pourrait-on dire. Alors maintenant, on va voir du coup ce président qui est élu pour 7 ans et qui est chef des armées, comment il utilise les médias pour se maintenir au pouvoir. Alors déjà, on voit là dans le document 6 que De Gaulle fait énormément de conférences de presse. Je vous en avais montré d'ailleurs quelques exemples dans la vidéo précédente. Il faut savoir que durant les 11 ans où il est au pouvoir, De Gaulle intervient 81 fois à la radio ou à la télévision pour ses discours, messages ou conférences de presse. Et dans ses mémoires, que vous avez derrière aussi d'ailleurs, parce que mon grand-père était un inconditionnel de Gaulle, donc du coup j'ai tous les livres de Gaulle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais pour dire que De Gaulle est aussi un grand écrivain, hein, que ses mémoires sont très bien écrites. Alors, personnellement, c'est pas un style qui me plaît beaucoup parce qu'il est très classique dans son style, mais c'est quelqu'un quand même qui, malgré un style classique, écrivait très très bien et ses mémoires sont véritablement une grande œuvre de littérature, en plus d'être une grande œuvre d'histoire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans ses mémoires ? C'est au peuple lui-même, et non seulement à ses cadres, que je veux être lié par les yeux et par les oreilles. Il faut que les Français me voient et m'entendent, que je les entende et je les vois. La télévision et les voyages publics m'en donnent la possibilité. Pendant la guerre, j'avais tiré beaucoup de la radio. Ce que je pouvais dire et répandre de cette façon avait certainement compté dans le resserrement de l'unité nationale contre l'ennemi. Or, voici que la combinaison du micro et de l'écran s'offre à moi au moment même où l'innovation commence son foudroyant développement. Pour être présent partout, c'est là soudain un moyen sans égal. Par le son et l'image, je suis proche de la nation. Cette volonté d'être toujours au contact de la population, de garder un lien central avec la population française. Il est probable que De Gaulle aujourd'hui serait peut-être même un youtubeur, même si je dois avouer que vous voyez que là, il dit être proche. Enfin, vous voyez dans la conférence de presse un certain décorum, il est sur une estrade,
voilà, il y a quand même De Gaulle d'un côté et le reste de la population de l'autre. Ce avec quoi, justement, un de ses successeurs, Valéry Giscard d'Estaing, va essayer de rompre en essayant d'apparaître un petit peu comme un président moderne, en s'invitant chez les Français pour manger, en se faisant prendre en photo en train de faire du tennis. Voilà, il va essayer, Giscard d'Estaing, d'avoir une vision un petit peu plus moderne et progressiste que De Gaulle. Alors en utilisant aussi les médias, mais en se faisant passer pour quelqu'un de plus simple et de plus proche, on va dire, du peuple. Donc, pour terminer, on va du coup maintenant travailler sur les institutions. Donc finalement, vous avez là le pouvoir législatif, représenté par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir exécutif, représenté par le président de la République et le gouvernement. Ces deux pouvoirs sont assez liés. Pourquoi? Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer du coup de nouvelles élections législatives. En contrepartie, le Parlement peut contrôler le Premier ministre et même éventuellement le destituer. En tout cas, c'est lui qui le nomme. Donc, pour qu'un Premier ministre, un gouvernement soit nommé, il faut qu'il ait le soutien, au moins, de l'Assemblée nationale. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a un contrôle du président sur l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale sur le gouvernement, mais il n'y a aucun contrôle sur le président de la République. Toutes les flèches partent du président de la République, c'est-à-dire le président de la République peut agir sur le Conseil constitutionnel, sur le gouvernement, sur le Parlement, sur les électeurs en décidant d'un référendum. Et la seule flèche qui vient vers le président, c'est le fait qu'il est élu pour 7 ans par les électeurs à partir de 1962. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça a un petit peu changé. Là, c'est à partir de 62 qu'on a le suffrage universel. C'est à partir de 1974 que la majorité passe de 21 à 18 ans chez les électeurs. Mais ça, on en reparlera dans le prochain cours. Mais donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'il serait faux de dire que le Parlement n'a aucun pouvoir. Il contrôle quand même le gouvernement et il nomme la majorité des membres du Conseil constitutionnel. Donc, il a quand même un poids. Mais voilà, sur ce schéma, il apparaît évident que la pièce centrale, même si elle est représentée en haut à gauche, mais celui qui peut agir sur tous et sur lequel on ne peut agir durant son mandat, c'est le président de la République. Donc effectivement, les institutions de la Ve République donnent un grand pouvoir au président de la République, et pour cette raison-là, on peut dire que la Ve République est un régime présidentiel, alors que la Quatrième République était un régime parlementaire. Pouvoir législatif, juste je précise, c'est le pouvoir de voter les lois. Donc voilà, une petite caricature qui finalement résume bien la République gaulienne de 1958 à 1969. On a une sorte de De Gaulle superstar, représenté ici comme un super-héros américain avec la croix de Lorraine, qu'il a arboré comme symbole depuis la Résistance, mais aussi, paradoxalement, un De Gaulle qui se veut défenseur de la République, puisqu'on le voit là avec un bonnet phrygien et la cocarde tricolore, donc deux symboles républicains. Et comme toujours, pour représenter De Gaulle, le gros nez, les grosses oreilles. C'est vraiment probablement le personnage politique qui a été le plus caricaturé dans l'histoire de la presse du XXe siècle. Donc pour résumer, la Constitution pour l'établissement de la Ve République est adoptée par référendum en 1958. Il s'agit d'un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime où le président de la République concentre beaucoup de pouvoir. À partir de 1962, le président est élu au suffrage universel direct pour renforcer sa légitimité. Alors du coup, la fois prochaine, nous verrons pourquoi De Gaulle démissionne en 1969 et quelles sont les nouveautés finalement induites par ses successeurs qui sont Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, puis François Mitterrand. Alors peut-être vous avez entendu parler de mai 68, en 1968, c'est vrai que c'est un événement qui a son importance dans le fait que De Gaulle quitte le pouvoir, mais finalement je vais juste l'évoquer dans ce chapitre, parce que le chapitre 11 qui s'intéresse à la société française durant la même période, nous y traiterons beaucoup plus en détail de ce mouvement de mai 68 qui est plus un mouvement social finalement qu'un mouvement politique. Sur ce,
Prenez soin de vous, à bientôt, à très bientôt même pour ceux que je retrouve lundi en cours présentiel. Et pour ceux qui continuent finalement l'enseignement à distance, eh bien, je continuerai à envoyer les vidéos, à envoyer les cours. Donc, pas de soucis, vous pourrez vous aussi terminer le programme d'histoire-géographie de 3e. Allez, à bientôt physiquement pour certains et à travers les vidéos pour les autres.